Bonjour tout le monde. La radiologie du tube digestif. Nous allons commencer par l'imagerie de l'ésophage. Alors l'ésophage, c'est la première partie donc, du tube digestif, constituée de trois parties ou de trois portions. La portion cervicale, la portion thoracique et la portion abdominale. Dans ce cas-là, nous explorons au mieux la portion thoracique et la portion abdominale. Il faut savoir que l'ésophage est un conduit digestif limité par deux sphincters, que ces rapports sont la trachée en avant, le rachis en arrière, l'aorte à gauche et latéralement poumon et plèvre. Qu'il a deux encoches naturelles, donc aortique et bronchique. L'imagerie de l'ésophage commence d'abord par un téléthorax ou une radiographie du thorax, donc de face, un transit œsophagien, éventuellement un examen scanographique sans et après injection de produits de contraste. Pourquoi nous commençons par le téléthorax? Pour rechercher d'éventuelles clartés anormales ou des opacités et rechercher un éventuel corps étranger avalé accidentellement, comme dans ce cas chez cet enfant qui a avalé une pièce métallique qu'on retrouve donc sur ce téléthorax et qui est en projection œsophagienne, donc au niveau de la portion thoracique supérieure. Là, on est devant un élargissement du médiastin, donc par une opacité surmontée par de l'air. C'est une image en faveur d'un méga-œsophage. Donc déjà là, sur la radiographie du thorax, on peut poser le diagnostic. Le transit œsophagien, comment se fera-t-il? Il se fera soit en monocontraste, soit en double contraste. Monocontraste, c'est-à-dire utilisation d'un seul produit, qui est dans ce cas-là la barite fluide. Dans le double contraste, double égale 2, donc barite plus eau ou bien air. Et ça sera préférentiellement de l'air que de l'eau. Donc on demande au patient de boire de l'eau et ensuite on lui fait ingurgiter une gorgée de barite épaisse. Sinon il y a insufflation d'air et ingurgitation d'une gorgée de barite épaisse. Donc dans le double contraste, c'est l'utilisation de la barite épaisse, c'est-à-dire barite à haute densité plus air ou eau. Et dans le monocontраste, c'est l'ingurgitation de barite fluide seul. Le double contraste, ces indications sont l'étude, il permet une bonne paritographie donc œsophagienne ou gastrique. Donc pour l'étude des parois, c'est l'examen de référence. Il faut savoir que la barite a ses contre-indications absolues, qui sont la suspicion de perforation, la médiastinite et la péritonite, ainsi que les suites opératoires. Donc, lorsqu'on suspecte une perforation, une péritonite ou une médiastinite, il ne faut jamais utiliser la barite car elle peut être mortelle, d'où l'utilisation ou d'où l'intérêt d'utiliser les produits de contraste au soluble iodé. Le diverticule de Zenker, ici on est devant une image d'addition arrondie, à large collet ou à large base d'implantation qui est régulière, de limite nette et qui se raccorde en pente douce avec le segment sous-jacent. C'est une image d'addition pathognomonique du diverticule de Zenker. Donc un diverticule de la portion supérieure thoracique de l'ésophage. Les images de soustraction, soit unilatérales, soit bilatérales réalisant des sténoses. Dans ce cas-là, nous sommes devant une lacune intrinsèque, unilatérale, traduisant un cancer de l'ésophage. La sémiologie qu'il faut donner, c'est donc la présence d'une lacune, donc reconnaître la lacune, donner son siège sur quelle portion de l'ésophage. Son étendue, ici on va dire sur 5 cm d'étendue, ses contours qui sont irréguliers, ses limites qui sont floues. L'angle de raccordement est aigu avec le segment sous-jacent et le plissement muqueux est désorganisé. Tous ces éléments-là, ou toute cette sémiologie, nous oriente vers un processus tumoral malin de l'ésophage, d'où l'intérêt de compléter par une TDM pour le bilan d'extension loco-régional et à distance. Loco-régional pour donc faire le bilan de résécabilité de la lésion. Est-elle résécable ou pas résécable? Là, on est devant une image d'écho-endoscopie
et de fibroscopie normale, puisque vous savez bien que maintenant l'endoscopie, qu'elle soit écho-endoscopique ou endoscopie normale, ont supplanté donc la radiologie du tube digestif, puisque l'opérateur est directement au contact de la lésion. Ici, nous sommes devant un processus tumoral donc ésophagienne, donc une lumière ésophagienne sténosée par un processus ou par un épaississement pariétal circonférentiel irrégulier qui vient au contact de la paroi descendante du corps vertébral et de l'artère de la branche gauche de l'artère pulmonaire. Les sténoses. Ici, on est devant une œsophagite caustique se traduisant par de multiples sténoses étagées, donc étagée et centrée et régulière avec une dilatation d'amont en faveur d'une œsophagite caustique. Donc ici, ce sont des sténoses bénignes, par opposition aux sténoses malignes, donc qui sont excentrées, qui sont à raccordement en pente aiguë avec le segment sous-jacent et avec une désorganisation du plissement muqueux. Les lacunes par compression extrinsèque, tout à l'heure nous avons vu deux encoches ou deux lacunes par compression extrinsèque naturelle, à savoir aortique et bronchique. Là, on peut avoir d'autres lacunes par compression extrinsèque dues à une formation extra-œsophagienne telle que des adénopathies ou un processus tumoral. Et les caractères qui permettent d'évoquer l'origine extrinsèque de cette compression, ou de cette lacune, pardon, sont les contours nets et réguliers, l'angle de raccordement qui se fait en pente douce et l'absence d'anomalie du relief muqueux. Par opposition donc au processus ou lacunes lacunes intrinsèques et tumorales, dont les contours sont irréguliers, les limites floues, l'angle de raccordement qui se fait en pente aiguë et le relief muqueux qui est carrément désorganisé. Donc là, on est devant un cas d'empreinte vasculaire extrinsèque de l'artère sous-clavière droite. Toujours dans le cadre des compressions extrinsèques par des lacunes, par des images lacunaires, dans le cas des varices œsophagiennes, dont le diagnostic se fait aisément par la fibroscopie, mais voilà comment ça se manifeste en TOGD et en TDM. Donc, images lacunaires régulières à caractère extrinsèque, donc tous les caractères de l'origine extrinsèque, donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, les contours nets et réguliers, le raccordement pente douce et le relief muqueux qui est respecté. Donc voilà toutes ces images lacunaires pariétales, de part et d'autre, de la lumière œsophagienne, donc les deux parois de l'œsophage. En TDM, voilà la lumière œsophagienne ici, tête de flèche blanche, qui est dans les parois sont entourées par ces images nodulaires, dont la particularité est le rehaussement typique vasculaire de ces varices œsophagiennes. Il faut évidemment rechercher une hypertension portale. La maladie des spasmes diffus, c'est une anomalie du péristaltisme et ça se traduit par de multiples encoches étagées et qui peuvent disparaître après administration d'un antispasmodique. Le méga-œsophage, voilà comment il se traduit, donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc l'élargissement médiastinal par une opacité diffuse surmontée par de l'air, d'accord. Sur le transit œsophagien, donc voilà, il y a arrêt de la progression de la barite avec un niveau et une stase alimentaire. Sur la TDM aussi, on voit bien la lumière œsophagienne qui est très dilatée et de contenu hétérogène par la stase alimentaire.
Avant de passer au transit gastro-duodénal, il faut réaliser un ASP. Un ASP dont les critères de réussite sont les suivants, donc la visualisation des coupoles en haut et la symphyse pubienne en bas. Pourquoi l'ASP? Pour rechercher de l'air, des calcifications ou des niveaux hydroaériques. Comme dans ce cas-là, donc il y a la présence d'air puisqu'il y a un croissant gazeux sous-diaphragmatique à droite, témoin donc d'une péritonite. Ça devient alors une urgence chirurgicale. Donc s'il fallait continuer par un transit gastro-duodénal, il faudrait le faire évidemment à la gastrographine puisque la barite est formellement contre-indiquée. Sur cet ASP-là, on retrouve un stercolite témoin d'une appendicite et sur cet ASP, sur ce troisième ASP, on retrouve des images de niveau hydraérique témoin d'une occlusion. Donc, pour se répéter, en cas de suspicion de perforation, par la présence d'un croissant gazeux sous-diaphragmatique à l'ASP, ça devient une urgence chirurgicale. Ne pas opérer et surtout ne pas faire un examen à la barite. L'imagerie de l'estomac. Donc le transit gastro-duodénal ou gastro-duodénal va se faire en 3 étapes. Une couche mince, un estomac en réplétion et un double contraste. La couche mince, pourquoi? Pour étudier essentiellement le plissement muqueux et les parois gastriques, enfin le plissement muqueux surtout, et l'expansion pariétale. L'estomac en réplétion, donc pour étudier donc les contours de l'estomac, d'accord, le péristaltisme et la présence d'éventuelles images de soustraction ou d'addition. L'examen en double contraste pour une pariétographie gastrique, une belle pariétographie gastrique. Alors, sur un TOGD, il faut analyser le calibre de l'estomac. Est-il distendu ou est-il distendu ou pas? Y a-t-il un défaut d'expansion ou pas? Y a-t-il une rigidité ou pas? Les contours aussi, est-ce qu'ils sont réguliers ou pas réguliers, rigides ou pas rigides? Le plissement muqueux est-il respecté ou non? Respecté ou bien désorganisé? Rechercher un éventuel reflux œsogastrique ou une hernie hiatale et l'étude de la dynamique gastrique, à savoir péristaltisme et contraction. La hernie hiatale, vous savez bien qu'il existe 2 types de hernie hiatale, par roulement et par glissement. Donc, dans la hernie hiatale par roulement, le cardia reste en place, c'est-à-dire qu'il est sous-diaphragmatique. Seule la grosse tubérosité va rouler en sus-diaphragmatique. Donc, par roulement, cardia en place, grosse tubérosité, sus-diaphragmatique. Par glissement, tout va glisser en haut, c'est-à-dire et la grosse tubérosité et le cardia. Donc le cardia ici n'est plus en place. La capacité gastrique, donc rechercher un estomac de stase, comme ici, d'accord, suite à cette sténose antrale de nature maligne, donc la sténose qui est excentrée, d'accord, qui est de limite floue, qui est irrégulière, qui se raccorde en angle aigu avec le segment d'amont et estomac de stase d'amont aussi. Ici, rechercher donc le défaut d'expansion gastrique. On voit bien ici que au niveau phendique, il y a un défaut d'expansion et il y a une rigidité témoin donc d'une linite gastrique. L'ulcère gastrique. L'ulcère gastrique, dans ce cas-là, l'ulcère gastrique peut être bénin ou malin, puisque l'ulcère bénin peut dégénérer. Là, on est devant une image d'addition vers lesquelles convergent des plis gastriques lisses et réguliers. D'accord? Donc, l'ulcère gastrique va se traduire par une image d'addition régulière, vers lesquelles convergent des plis lisses et réguliers.
L'ulcère peut dégénérer et dans ce cas-là, il devient irrégulier et hétérogène et vers lequel vont converger des plis donc épaissis et irréguliers. Le cancer de l'estomac, il peut se traduire aussi par des images de soustraction, comme on le voit ici, donc de multiples images lacunaires, euh, antrales, d'accord, antrales, traduisant donc antrales, traduisant un adénocarcinome bourgeonnant. La TDM ici, pour faire le bilan d'extension loco-régionale, on voit bien qu'il y a un épaississement pariétal circonférentiel qui prend le contraste avec une irrégularité des contours et une graisse qui est infiltrée et quelques éléments ganglionnaires satellites. La pathologie hépatique ou l'imagerie du foie maintenant, donc la pathologie infectieuse dominée par le kyste édatique et l'abcès hépatique, donc le kyste édatique avec toutes ses formes, donc selon la classification de Rarby. On voit bien ici que ce sont des images lacunaires multiples, enfin pardon, pas des images lacunaires, je reste dans le transit œsogastro-duodénal. Donc ici, nous sommes devant des images liquidiennes multiples, d'accord, avec renforcement postérieur, témoin de la nature liquidienne de la formation. Ici aussi, nous sommes devant des images multiples, hypodenses, avec une présence d'une paroi qui, en principe, ne prend pas le contraste après injection de produits de contraste. L'abcès hépatique, comment va-t-il se traduire? Il va se traduire par une formation liquidienne, mais à contenu épais. Ici, ce n'est pas une image anéchogène, mais une image hypoéchogène, hétérogène, d'accord, avec un renforcement postérieur et la présence d'une paroi. Et cette paroi va prendre le contraste après injection sur la TDM. Le kyste biliaire, facilement identifiable en échographie, on n'a pas besoin de passer à une exploration, une autre exploration, un examen complémentaire, donc l'échographie suffit. C'est l'image ou la formation anéchogène bien circonscrite avec renforcement postérieur et sans paroi. Et ce kyste biliaire ne prend pas d'injection après sur la TDM au cas où on le découvrirait de façon fortuite sur une TDM. Mais sinon, on n'a pas besoin de passer au scanner pour poser le diagnostic de kyste biliaire. Donc, formation liquidienne, anéchogène avec renforcement postérieur sans paroi. L'angiome hépatique, en échographie, il se traduit par une formation hyperéchogène avec, dans ce cas-là, un cône d'ambre postérieur. Donc, un cône d'ambre postérieur, nodule hyperéchogène bien circonscrit avec cône d'ambre postérieur. Ce nodule sera hypodense sur un examen TDM sans injection et après injection, on retrouve une prise de contraste sans tripette. Et sur l'examen tardif, la formation nodulaire sera totalement rehaussée, ce qu'on appelle le washing, par opposition au washout qu'on verra tout à l'heure. La pathologie tumorale maligne, essentiellement, d'abord les localisations métastatiques. Elles peuvent prendre n'importe quel aspect en TDM. En échographie, les plus typiques, ce sont les images nodulaires échogènes avec un halo hypoéchogène réalisant l'aspect en cocarde ou en œil de bœuf. Sur la TDM, ils sont généralement hypodenses, mais ils peuvent prendre d'autres aspects. Lorsque leur aspect est atypique, on peut compléter par une IRM. Le CHC, c'est le carcinome hépatocellulaire. Il survient généralement sur un foie cirrhotique. Alors, les trois temps en TDM, sans injection, le temps artériel et le temps veineux.
Sur le sans injection, sur l'examen sans produit de contraste, il se traduit par une formation qui est hypodense, qui est irrégulière et mal limitée, qui va prendre intensément le contraste après injection. Et au temps veineux, temps veineux et tardif, on va assister au lavage de cette formation nodulaire. C'est le washout. Donc, tout à l'heure, pour l'angiome, on a parlé de washing, c'est-à-dire que l'image ou le nodule se remplit au fur et à mesure pour être totalement rempli à la fin, alors que le CHC se remplit au début pour se laver, donc le washout, dans le temps veineux et le temps tardif. La pathologie métabolique, donc dominée par les stéatoses hépatiques qui peuvent être diffuses ou localisées. La stéatose diffuse se voit aisément en échographie par un foie qui devient échogène et hypodense sur la TDM. Par contre, les stéatoses focales peuvent poser problème de diagnostic différentiel, d'où l'intérêt donc de l'IRM qui est l'examen de référence dans ce cas-là. L'imagerie de l'arbre biliaire, donc la lithiase biliaire d'abord et la lithiase de la voie biliaire principale. Donc la lithiase, comment elle va se manifester? Il faut d'abord, l'examen de première intention évidemment, c'est l'échographie. Pourquoi il ne faut pas faire une TDM ou une IRM pour un simple calcul biliaire? Donc l'examen doit se faire à jeun strict. À jeun strict pour que la vésicule biliaire soit bien distendue. Donc le calcul, comment il va se traduire? Il va se traduire par une image hyper échogène, arciforme, donc de taille variable, avec un condombre postérieur. Image donc arciforme hyper échogène avec condombre postérieur. Euh, la BILIRM reste l'examen de référence pour l'arbre biliaire, surtout pour les calculs qui migrent dans la voie biliaire principale et qu'on ne voit pas bien, comme dans ce cas-là. Donc, voyez, donc la voie biliaire principale qui est distendue et qui est le siège de multiples calculs de taille variable en hyposignal. La cholécystite aiguë, qu'elle soit lithiasique ou pas lithiasique, mais généralement elle est lithiasique, donc elle va se traduire par une vésicule biliaire qui est généralement donc qui est de volume normal et de parois épaissies dépassant les 4 mm avec présence d'un calcul. Et il y a un signe également qui est important, c'est le signe de Murphy, qui est le signe de Murphy échographique. Le signe de Murphy échographique, c'est-à-dire douleur au passage de la sonde au cours d'une cholécystite aiguë lithiasique. Donc, vésicule biliaire donc de volume normal avec une paroi épaissie et contenant un ou plusieurs calculs. Il faut reconnaître aussi l'hydrocholécyste, donc par opposition à l'hydrocholécyste. Là, c'est la vésicule biliaire qui est distendue, donc dépassant 4 cm de diamètre et qui peut contenir ou pas un calcul qui pourrait être enclavé. La pathologie tumorale biliaire dominée par le cholangiocarcinome tel que la tumeur de Kalatensky, ça c'est l'examen de référence reste bien évidemment la BILIRM. Ici on retrouve donc sur la voie biliaire principale une image donc en hyposignal T1 irrégulière excentrée donc traduisant donc un processus tumoral malin. Sur la TDM, on retrouve ce processus tumoral qui est fortement rehaussé avec une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques. La pathologie inflammatoire du pancréas, donc la pathologie inflammatoire du pancréas, c'est les pancréatites aiguës avec les différents stades de Balthazar. Ici, on est devant une pancréatite aiguë stade D de Balthazar, donc une augmentation globale du volume du pancréas avec une prise de contraste hétérogène par la présence de zones donc hyperdenses traduisant de l'hémorragie et la présence également de coulées.
La pathologie tumorale, donc ici on est devant un volumineux nodule de la tête, nodule tumoral de la tête pancréatique. L'examen de choix reste l'IRM. La maladie cœliaque, c'est un syndrome de malabsorption. Comment se traduit la maladie cœliaque? Elle va se traduire sur un entéroscan par un aspect de grêle inversée et une généralisation de l'iléon. L'aspect de grêle inversée, c'est quoi? C'est l'atrophie villositaire. Regardez ici, vous voyez qu'il n'y a plus de villosité donc, au niveau de la lumière intestinale. Par contre, au niveau des anses iléales, on retrouve une hypertrophie des villosités. Donc, géjunisation, ce qu'on appelle géjunisation de l'iléon et aspect de grêle inversé. La diverticulose. La diverticulose. Alors, le diverticule, c'est quoi? C'est une image d'addition, une image en plus donc, euh, qu'on retrouve sur les parois intestinales. Alors, cette image d'addition est généralement homogène et à contour régulier, communiquant avec la paroi intestinale par un fin collé. Donc voilà un diverticule sous forme d'image d'addition, communiquant avec la paroi avec un fin collé, homogène et régulier. Et ces diverticules, ils peuvent être multiples, d'où la diverticulose, et ils peuvent se compliquer soit par une infection, donc une diverticulite, une perforation, une hémorragie et une occlusion. Ou entraîner une occlusion, pardon. L'infarctus mésentérique, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc l'idéal, c'est de mettre en évidence le thrombus au niveau des artères, enfin au niveau mésentérique, de l'artère ou de la veine mésentérique, quel que soit le siège. Et on peut retrouver également de l'aéroportie, comme dans ce cas-là, donc de l'air dans le transporte, ou bien dans les parois intestinales. Une autre pathologie urgente, une autre pathologie digestive urgente, c'est le volvulus. Le volvulus, c'est une pathologie occlusive de siège sigmoïdien, alors aisément identifiable sur un abdomen sans préparation par la présence de l'image en graines de café ou bien en U inversé. Voilà, donc et ça traduit la torsion donc d'une anse ou d'un groupe d'anses autour de la rattache mésentérique, c'est-à-dire euh, que l'anse va se tordre et va tordre avec elle donc les éléments vasculaires mésentériques qui y sont attachés. L'appendicite, l'appendicite aiguë, urgence donc connue. Comment va se traduire cet appendice lorsqu'il est inflammé? Il va se traduire en échographie. Donc l'examen de première intention, reste l'échographie abdominopelvienne. Et l'appendicite se traduit par une structure hypoéchogène apéristaltique, une structure borgne apéristaltique, distendue, donc augmentée de volume et non compressible avec au Doppler une hyperémie de la paroi, c'est-à-dire témoignant d'une vascularisation pariétale. La TDM est facultatif sauf si l'on suspecte une complication ou bien un diagnostic différentiel autre. Les colites, ce sont des inflammations, des inflammations, une pathologie inflammatoire du côlon ou infectieuse qui va se traduire par des épaississements marqués de la paroi colique, réalisant ce qu'on appelle le signe de l'accordéon que vous voyez ici, et s'accompagnant d'une densification de la graisse autour et d'adénopathie satellite. Dans les formes sévères, il y aura un épanchement péritonéal associé.
La maladie de Crohn. Alors, dans la maladie de Crohn, qui est une pathologie inflammatoire qui peut toucher l'ensemble du tube digestif, donc de la bouche jusqu'à l'anus, on lui décrit des anomalies pariétales et des anomalies extra-pariétales. L'examen de référence, bon, on peut faire un transit du grêle, mais l'examen de référence actuellement, c'est l'entéro-IRM. C'est l'entéro-IRM qui permet un diagnostic précoce de la maladie et également pour le suivi et les complications. Les anomalies pariétales, quelles sont-elles? D'abord, l'épaississement de la paroi intestinale, le rehaussement de cette paroi après injection de produits de contraste iodé ou de GADO en IRM, la dilatation présténotique, donc cet épaississement pariétal rehaussé va être responsable d'une sténose, et en amont de cette sténose, on va retrouver une dilatation présténotique, l'hypersignal T2 pariétal, pathognomonique, d'accord, et les ulcérations profondes. Les anomalies extrapariétales, ce seront les fistules, une éventuelle masse inflammatoire, donc dans le cadre de complications telles que les abcès, l'hypervascularisation du mésentère, la sclérolipomatose et les ganglions mésentériques. Alors, entéroscan et entéro-IRM. Donc, entéro-IRM, c'est l'examen de choix et de référence. Vous voyez bien donc l'épaississement avec l'hypersignal T2. L'hypersignal T2. Sur l'entéro-TDM, donc, vous voyez l'épaississement étendu avec la prise de contraste pariétal. Et sur le transit du grêle, au niveau du carrefour iléocécal, on voit bien l'aspect ulcéronodulaire de la dernière anse iléale et une sténose de sa portion distale. Les polypes, alors, le polype, comment il se traduit? Il se traduit par une image d'addition qui sera endoluminale, sessile ou pédiculée, pédiculée dans ce cas-là, d'accord, avec une prise de contraste qui sera précoce. Et généralement, il est de découverte fortuite ou lors d'une complication telle qu'une hémorragie ou autre. Les lipomes, c'est la tumeur, la pathologie tumorale bénigne la plus facile à diagnostiquer puisque en TDM, elle se traduit par une image intraluminale ou une formation intraluminale hypodense, donc de densité graisseuse, comme dans ce cas-là. Donc là, voilà, elle est arrondie et ici, elle est ovoïde. Le lymphome. Le lymphome, c'est une pathologie tumorale maligne. Il existe plusieurs formes, la forme infiltrante, la forme ectasiante, la forme nodulaire et la forme tumorale ganglionnaire. Ici, on est devant donc un épaississement tumoral, un épaississement qui est peut rehausser après injection de produits de contraste avec une forme donc ectasiante. Là aussi, la forme pseudo-anévrismale, donc ectasiante, avec des épaississements qui sont non sténosants et non rehaussés ou peu rehaussés après injection de produits de contraste. Enfin, le cancer du côlon. Donc, la forme la plus connue, c'est le cancer du côlon sous entronnion de pomme. Donc, on voit bien ici sur un lavement baryté en double contraste. Donc, l'image de sténose serrée, excentrée, en pente aiguë avec le segment sous-jacent et irrégulière de limite floue. Traduisant donc une image tumorale maligne. Donc, on fera évidemment une TDM voire une IRM, donc pour le bilan d'extension loco-régional. Et là, on voit bien donc le processus tumoral sous forme d'un épaississement pariétal circonférentiel, donc colique, qui prend le
trace, qui est sténosant, qui est de limite floue, avec une densification de la graisse et quelques éléments ganglionnaires satellites avec une dilatation d'amont. Voilà, on est arrivé à la fin de notre conférence. J'espère qu'elle a été claire. Je vous remercie. À bientôt.